Bonjour à toutes et à tous. Avant notre rencontre du 19 septembre prochain, je vous propose cette capsule vidéo traitant des différents usages de la vidéo en formation. Il s'agit de dresser un rapide panorama des différents types de vidéos les plus utilisées et d'en comprendre les objectifs pédagogiques. Bien entendu, ce tableau des usages de la vidéo n'est pas exhaustif et nous pourrons le compléter ensemble lors de notre atelier le 19 septembre. Nous retrouvons principalement la vidéo dans trois grands types de formations, chacun ayant une fonctionnalité, un objectif pédagogique différent. Tout d'abord, les apprentissages démonstratifs, basés sur l'illustration, dont l'objectif essentiel est un travail sur les représentations de l'apprenant. Ensuite, les formations dont l'objectif est davantage lié à un travail sur les postures et les pratiques professionnelles, autrement dit les apprentissages comportementaux. Et enfin, troisième catégorie de type de vidéo, celle destinée à l'apprentissage en autonomie, que l'on retrouve principalement en formation asynchrone. Nous terminerons cet exposé par quelques réflexions autour de la question des freins techniques, qui est très souvent évoquée à propos de l'usage de la vidéo. Commençons donc par les apprentissages démonstratifs, essentiellement basés sur les capacités illustratives de la vidéo. Dans cette catégorie, le premier type de vidéo est très classique, il s'agit de la séquence d'illustration que l'on peut appeler aussi vidéo témoignage. Très largement utilisée par les enseignants, il s'agit de donner vie à une situation, à un concept en l'illustrant concrètement. L'objectif peut être aussi de donner un autre rythme à une séquence, de remobiliser l'attention par une mise en scène de son propos. On y retrouve très classiquement le film cinématographique, dont souvent un simple extrait illustre mieux une idée qu'un long discours. On y retrouve aussi l'interview, qui permet de s'appuyer sur une personne référente et reconnue dans le domaine étudié. Et enfin, le documentaire, qui a l'avantage d'une représentation concrète du réel. Toujours dans la dimension démonstrative, nous trouvons ce que l'on pourrait appeler la vidéo vitrine. L'objectif essentiel est ici de mobiliser l'attention et de donner du rythme à la formation. On y trouve trois types de vidéos. La séquence introductive, qui est une vidéo courte, percutante, l'idée étant de faire réagir le public, de lancer un questionnement, une réflexion ou pourquoi pas un débat. Voici d'ailleurs un petit exemple utilisant l'humour et pouvant très bien s'inscrire dans une formation sur les risques au travail. Cela prouve que ce n'est pas parce qu'on travaille dans un bureau qu'on ne risque rien. Nous pouvons aussi nous appuyer sur l'exposé illustré de notions ou de concepts. Il vise à rendre plus vivant, à incarner en quelque sorte une explication qui pourrait être lourde à digérer par le stagiaire. Il s'agira ici d'être vigilant sur l'équilibre entre théorie et forme attractive de la vidéo. L'un ne doit pas prendre le pas sur l'autre. Autrement dit, si l'objectif est de transmettre un savoir complexe ou un concept un petit peu ardu, le fait de le rendre plus facile à appréhender par une vidéo ludique ne doit pas amener à appauvrir cet apprentissage. A l'inverse, cela ne sert à rien si la théorie reste présentée sous une forme peu attrayante. Enfin, dans le cadre de la classe inversée, la vidéo vitrine peut servir d'introduction à la formation proprement dite. Là aussi, on suscite l'interrogation du stagiaire, la mise en route de sa réflexion. Il peut s'agir d'ailleurs tout simplement d'une présentation dynamique de la formation en amont du présentiel, ses objectifs, les contenus de formation, le programme, les activités qui sont prévues. Dans ce cas, la vidéo permet de renforcer l'appétence du stagiaire, mais surtout de gagner du temps sur le début du présentiel, puisque ces points auront déjà été abordés auparavant. Deuxième grande fonctionnalité de la vidéo, le travail sur les postures, autrement dit les apprentissages comportementaux. Dans ce cadre, le type de vidéo utilisé reste essentiellement la vidéo analytique, qui rassemble tout ce qui permet l'observation et l'analyse de situations professionnelles concrètes.
L'objectif principal reste de contextualiser les apprentissages, mais aussi de s'appuyer sur une approche plus pragmatique que théorique. Cela rassemble tout d'abord les études de cas, bien entendu, permettant l'analyse de pratiques. L'autre classique dans ce domaine reste les vidéos de comparaison entre bonnes et mauvaises pratiques. L'intérêt ici est de jouer sur l'aspect ludique, car il est assez facile de mettre en place un jeu du type chercher l'erreur avec une vidéo. Mais la vidéo analytique peut aussi être utilisée de manière plus innovante dans le cadre de l'évaluation. Celle-ci prend souvent une forme assez académique, voire convenue, que ce soit dans le cadre des évaluations sommatives ou formatives. Tests, QCM, quiz, pourquoi pas dès lors dynamiser l'évaluation d'une séquence ou d'un cours en utilisant la vidéo. On pourrait très avantageusement terminer une journée de cours par un jeu en équipe, basé sur une vidéo permettant d'évaluer les acquis des stagiaires tout en terminant sur une note moins solennelle qu'une évaluation écrite. Autre type de vidéo quand on travaille sur les postures, les vidéos in situ, c'est-à-dire les vidéos construites, fabriquées en cours de formation avec les stagiaires. L'objectif est bien entendu de mettre le stagiaire en situation afin de travailler sa pratique en s'appuyant sur le regard entre guillemets neutre de la caméra. L'usage classique de la vidéo dans ce cas est l'exercice pratique qui permet notamment d'évaluer le degré d'acquisition ou de compréhension d'un savoir par sa mise en œuvre concrète. Cela peut se faire aussi sous la forme de jeux de rôle, qui apporte une dimension ludique et souvent dédramatise des situations professionnelles relativement complexes. Et enfin, nous pouvons avoir recours à la vidéoscopie, c'est-à-dire la mise en situation d'un stagiaire avec des briefings, soit du seul formateur, mais le plus souvent du groupe stagiaire. Cette modalité est très utilisée dans les préparations aux entretiens, quels qu'ils soient, entretiens de recrutement ou concours, pour les situations de relations professionnelles. Cependant, si ces résultats sont souvent très impressionnants, car elle permet une prise de conscience par le stagiaire de ses attitudes, de son comportement, de sa posture, c'est aussi un outil à manier avec beaucoup de précautions, en s'assurant que le stagiaire pourra s'exposer en toute sécurité vis-à-vis du groupe. En dehors de l'accord du stagiaire, les règles du jeu sont apposées très clairement. Les retours sur les prestations doivent rester neutres, professionnels, bienveillants. Bref, l'apprentissage par les pairs est toujours très efficace, mais il demande un cadre sécurisant et garanti par le formateur. Pour finir, dernière grande fonctionnalité de la vidéo, la formation asynchrone, qu'elle soit à distance ou non. Le but étant essentiellement de mettre en œuvre un apprentissage en autonomie, on n'y trouve en fait qu'une seule grande catégorie de vidéos, les vidéos didactiques, c'est-à-dire celles qui se rapprochent davantage d'un enseignement classique à visée instructive. Ces vidéos ont plusieurs formes. Tout d'abord le diaporama commenté, c'est tout simplement ce que je suis en train de faire. Les tutoriels, devenu un grand classique des ressources mises à notre disposition par le web, et je vous renvoie ici à la première séquence à laquelle vous avez participé. Enfin, la conférence filmée et les MOOC, forme qui s'est largement développée au profit d'un partage généralisé des savoirs. Pour ce dernier, donc pour les MOOC, je vous renvoie au site de la FUN, donc France Université Numérique, que vous voyez ici à l'écran, et qui regroupe en fait les MOOC des principales universités françaises, mais aussi les organismes de formation comme le CNAM, Sciences Po et bien entendu le CNFPT, dont voici la page avec les différents cours que vous pouvez y trouver actuellement. Donc un MOOC sur le sens de l'action publique par exemple, sur les fondamentaux des marchés publics ou encore la gouvernance territoriale. Je vous conseille fortement d'y jeter un œil, ne serait-ce que pour visionner quelques teasers présentant les MOOC, qui sont de très bons exemples de vidéos courtes, dynamiques, décrivant la formation en amont. Vous trouverez le lien de ce site sur le document PDF joint à cette vidéo. Enfin, n'oubliez pas de penser à la vidéo didactique dans les classes inversées pour l'apprentissage en dehors du face-à-face pédagogique, qu'il se déroule en amont, en intercession ou en aval du temps présentiel. Après notre tour d'horizon des usages de la vidéo, plusieurs interrogations se posent autour d'une mise en œuvre de cet outil pédagogique, notamment en termes de freins, de difficultés techniques. En effet, ces freins existent-ils vraiment encore aujourd'hui? Première observation, les technologies qui s'offrent à nous sont maintenant simples et performantes.
plus besoin d'une caméra VHS sur trépied, les smartphones peuvent tout à fait suffire pour peu d'y ajouter un micro pour la prise de son. Ce sera même un outil à privilégier pour les vidéos in situ réalisées en cours de formation avec les stagiaires. De même, l'équipement informatique actuel offre une puissance de calcul suffisante pour une exploitation des prises de vue, pas besoin d'une table de montage professionnelle pour atteindre un objectif assez probant. D'autre part, l'environnement logiciel a nettement évolué. En dehors de Movie Maker, que nous verrons plus en détail le 19 septembre, il existe de nombreux logiciels gratuits et faciles à utiliser pour peu qu'on ne cherche pas à jouer les Stanley Kubrick. Sans oublier que ces logiciels, pour la plupart, donnent lieu à des tutoriels tout à fait explicites. Concernant les ressources, Internet les rend virtuellement illimités. Sites offrant des images, des sons, de la musique libre de droit et donc exploitables directement. Forums ou pages web donnant d'excellents conseils sur les prises de vue et le montage vidéo. En voici un exemple très riche avec le site de Gilles Lepage, i-pédagogie web 2.0. La page à l'écran traite des capsules vidéo pédagogiques en donnant des conseils très concrets, en montrant des exemples bons comme mauvais. Bref, une mine parmi tant d'autres sur le sujet. N'hésitez pas non plus à mener des recherches sur les sites des rectorats de l'éducation nationale qui hébergent très souvent les productions des enseignants ou des fiches pédagogiques et techniques. Sans oublier bien entendu la coopérative du CNFPT sur laquelle vous trouverez 2 fiches à propos de la vidéo en formation qui vous seront d'ailleurs distribuées le 19 septembre. Donc nous pouvons dire clairement qu'il n'y a plus de réels freins techniques à l'utilisation de la vidéo en pédagogie. Reste qu'il existe des points sur lesquels il faut rester vigilant, et notamment celui du cadre juridique. En effet, l'usage de vidéos produites par d'autres, même mises en ligne sur des sites du type YouTube ou Dailymotion, demande à s'assurer que les droits d'auteur et surtout de diffusion sont respectés. De même, hors de question de filmer des stagiaires sans leur autorisation dans le cadre du droit à l'image. Cette question est absolument incontournable en cas de présence de mineurs à l'écran. Par exemple, une mise en situation réalisée en crèche impliquera plusieurs démarches auprès des parents. Ces points de vigilance, nous les reprendrons ensemble au début de notre atelier le 19 septembre. Ce sera pour nous l'occasion de vous donner des outils, des informations essentielles vis-à-vis du cadre juridique. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver pour notre atelier Movie Maker dans quelques jours. À très bientôt.